Enfin, on a reçu le texte, le protocole d'accord, le document, et je suis sûr que vous l'avez vu, que vous avez regardé les points qu'il contient. Qu'en avez-vous pensé? Oh, je veux dire, c'est un mémorandum, ne vous y trompez pas. Les États-Unis ne sont pas capables de respecter un accord. Donc peu importe ce que vous signez avec eux, parce qu'on le sait bien, surtout avec M. Trump, c'est le maître de sa parole. Il peut la donner, il peut la reprendre, à moins que ce soit clairement approuvé par le Congrès, ce qui évidemment n'arrivera pas. Tout ça, c'est pour la mise en scène, pour que Trump présente à sa manière ce que, en gros, les États-Unis ont pris à l'Iran. Et oui, il y a un programme appelé Green Day. Le groupe s'appelle Green Day. Leur album American Idiot s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires à la fin des années 90, je crois. Moi, je ne suis pas trop grunge. Je suis plutôt punk grunge. Donc voilà, c'est ça, American Idiot. Il a déclenché la guerre, il s'y est perdu, il a été vaincu, humilié, et maintenant il essaie de revenir à ce que c'était avant. Mais à un tout autre niveau. Parce que l'Iran, et là-dessus je suis d'accord avec la direction iranienne, est aujourd'hui dans une position complètement différente. C'est une superpuissance à part entière. Et elle va donner des ordres à tous ces États arabes, les Émirats et ce genre de pays. Donc oui, c'est une perte stratégique colossale. Mais ce dont beaucoup éviteront de parler, c'est de la défaite opérationnelle, tactique, parce que l'armée américaine, elle, a vraiment été humiliée. Et ce n'est pas seulement à cause du régime politique de Washington. Dans ce cas, c'est en grande partie une opération de communication, mais c'était aussi une porte de sortie pour Trump. Et on connaît le contexte économique derrière tout ça. Il s'agissait de la baisse des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis, tombées en dessous des niveaux de 1983. Et qu'on ne s'y trompe pas, en 1983, les États-Unis comptaient environ 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est presque à 350 millions. Donc, si on rapporte ça, en quelque sorte, aux réserves stratégiques de pétrole et à leur impact, même si, il faut le reconnaître, les États-Unis ont été désindustrialisés, ils ont aussi commencé à consommer davantage. Et on verra sans doute ces réserves stratégiques baisser encore plus. En fait, il s'est mis lui-même dans une impasse. Il s'est pratiquement coincé tout seul. Je veux dire, il est au service d'Israël et maintenant, on peut tout voir clairement à propos d'Israël. Tout le monde sait ce qu'est Israël aujourd'hui et c'est une catastrophe pour son administration. Et la seule chose qu'ils ont, comme toujours, la seule guerre que l'Occident réunit et les États-Unis savent mener, c'est une guerre de communication, avant tout. Et c'est exactement ce qu'ils font, ils manipulent le récit. Alors, quel est le contenu du protocole d'accord? J'y ai jeté un œil, vous savez. Et encore une fois qu'on soit clair, j'ai dit dès le départ ce que je pensais. Je ne prends plus rien de ce qui vient de la Maison-Blanche au sérieux, vraiment pas. C'est un peu du genre, oui, bon, peu importe. Mais la question est très simple, et l'Iran y a répondu. L'Iran a vaincu les États-Unis, et maintenant les États-Unis vont faire en gros ce que l'Iran leur a ordonné de faire. Voilà, tout simplement. André, je pense que le premier point a d'énormes répercussions, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, concernant la manière dont l'Iran Il n'a pas suivi cette voie. Mais à certains membres du gouvernement israélien qui attaquent le président des États-Unis, je voudrais dire une chose. Au cours des 3 derniers mois, les 2/3 des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des Américains et financées par les impôts des citoyens américains. Le problème d'Israël, ce n'est pas Donald J. Trump. Et toute personne en Israël qui pense que son plus grand problème, c'est le président des États-Unis, doit se réveiller et regarder en face la réalité de la situation dans laquelle se trouve le pays.
Merci à tous. Je pense que c'est un geste assez sérieux quand on parle d'Israël, parce qu'Israël attaque violemment Donald Trump et J.D. Vance. Et il l'a dit lui-même, seulement 2/3 des armes utilisées pendant la guerre. C'est plus que ça. Vraiment, c'est plus que ça. Il faut comprendre. Écoutez, Israël, militairement, sans les États-Unis, ce n'est rien. Ils ont volé. En gros, c'est toute une autre histoire, la façon dont ils ont obtenu leurs armes nucléaires. Mais il faut aussi savoir que tous ces non-israéliens, comme Hetz ou la Fronde de David et d'autres encore, eh bien, ce ne sont pas vraiment des armes israéliennes ni des systèmes de défense aérienne israéliens. Certes, ils ne sont pas terribles, pas très efficaces, mais malgré tout, la plupart de tout ça vient des États-Unis. En fait, c'est l'infrastructure militaire essentielle qui est fournie par les Américains. C'est Boeing, c'est Raytheon et d'autres encore. Donc la seule chose qu'Israël fait vraiment, c'est qu'ils ont quelques entreprises qui travaillent dans l'électronique radio et ils produisent des choses comme le Merkava. L'armée de l'air, elle, est entièrement américaine. Tout, les systèmes de commandement et de contrôle, tout ça, c'est américain. Je veux dire, ce sont les États-Unis qui les fournissent. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, et c'est vraiment mauvais pour leur défense. Ils fournissent les munitions. Ils assurent, en gros, le soutien financier d'Israël. L'armée israélienne, c'est rien d'autre qu'un ensemble de bataillons punitifs, de formations qui excellent dans les atrocités et le génocide. Militairement, ils ne sont pas bons, et c'est bien là tout le problème. Et maintenant, on se retrouve avec cette situation où Vance doit tout réinterpréter, tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Surtout après que les États-Unis se sont humiliés eux-mêmes en soutenant ouvertement le régime génocidaire de Netanyahou. Des criminels de guerre, rien de plus. Alors, devinez quoi? On sait très bien ce qui se passe du côté de l'opinion publique aux États-Unis. Le vent est en train de tourner. Du coup, ils sont obligés de suivre, parce qu'au fond, c'est leur pouvoir, leur base de pouvoir. Et si ça continue comme ça, et le Parti républicain, très probablement, va continuer, eh bien, ils vont se faire laminer aux élections de mi-mandat. Ils sont tous corrompus, tous au service d'Israël. Mais malgré tout, le public américain en a ras-le-bol de tout ça. Surtout après ce qu'il voit se passer, vous savez, à Gaza, et maintenant au Liban. Et donc oui, la situation au Liban est très claire. Que voulez-vous que je dise? L'Iran a obtenu ce qu'il voulait obtenir des États-Unis. Le reste, c'est qu'Israël seul n'a en réalité qu'une seule option. Militairement, ils ne peuvent vaincre personne, sauf en entrant dans ces zones arabes sous-développées, arriérées, et en tuant des civils. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Le Hezbollah, lui, contrôle en grande partie le déroulement de l'opération, si on veut, et il peut infliger bien plus de souffrance si Israël continue sur cette voie. Comme je l'ai déjà dit, c'est soit des atrocités sur le terrain, soit des bombardements contre des gens qui n'ont pas de défense aérienne et ne peuvent pas riposter. Mais le jour où Israël se retrouvera face à un ennemi bien entraîné, capable de répondre, comme les États-Unis ont connu leur propre jour de vérité, eh bien, on verra ce qui se passera. Alors oui, Trump le voulait. Il l'a eu. Et maintenant, il doit se débrouiller pour sortir de toute cette situation, en espérant que son parti républicain, qui est avant tout pro-israélien, ne soit pas, disons, complètement écarté du pouvoir. Le problème des États-Unis, évidemment, c'est que peu importe qui vous élisez une oligarchie. C'est juste une question de nuance, si on peut dire. Mais les Israéliens, franchement, qu'ils soient contents ou pas, qui ça intéresse? Ce pays, cette nation, a montré à tout le monde ce qu'elle est vraiment, et le monde l'a bien remarqué. Personne ne les aime. C'est aussi simple que ça, pour le dire gentiment. André,
Parmi les points mentionnés dans le protocole d'accord, celui qui, à mon avis, compte vraiment, c'est la question des sanctions. Parce que franchement, les avoirs gelés, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Le seul point important dans ce document, selon moi, c'est le dossier du Hezbollah, du Liban et d'Israël. Parce que c'est la réalité du terrain. L'Iran a dit que si Israël attaque, il y aura une réponse. C'est la réalité, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier. Et le deuxième point, c'est le détroit d'Ormuz et tout ce qui s'y passe. Les États-Unis ne pourront pas changer la réalité du détroit d'Ormuz. Oui, Le troisième point important, c'est le programme nucléaire de l'Iran. L'Iran a déclaré qu'il ne voulait pas produire d'armes nucléaires. Ils sont prêts à négocier, quoi qu'il en coûte, ils vont négocier, et ils n'ont aucun problème à le faire. Mais tout dépend, absolument tout dépend, des sanctions américaines. Et c'est là que, selon moi, le problème commence. Parce que si tout est lié aux sanctions des États-Unis, à l'AIEA, aux sanctions secondaires, primaires, ou encore à celles du Conseil de sécurité de l'ONU, tout ça, mis ensemble, complique énormément la situation. Donc, tant que vous progressez sur le terrain des négociations concernant le programme nucléaire iranien, vous allez obtenir une certaine forme d'allègement des sanctions de la part des États-Unis. Ces deux éléments en particulier sont liés l'un à l'autre. Mais quand il s'agit du détroit d'Ormuz, rien n'est lié à ces deux points, ni aux autres d'ailleurs. Ils ont dit 60 jours sans péage, et qu'après ces 60 jours, ils mettraient en place un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Et quand on regarde le document, on se demande quelle part relève du délire ou du vœu pieux, et quelle part correspond vraiment à la réalité de ce qui se passe. comme vous l'avez justement dit, la seule chose vraiment concrète, c'est évidemment le Liban. Le reste, comme je l'ai déjà expliqué, c'est tout ce que vous signez avec les États-Unis. Et surtout, encore une fois, quand il s'agit d'un document non contraignant. Ce n'est pas un document obligatoire, parce que, eh bien, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on essaie de le faire passer au Parlement. On ne peut rien faire passer au Congrès américain. Il est tellement corrompu, tellement au service d'Israël ou de n'importe quel autre intérêt du moment, que ça n'a au fond aucune importance. Alors que voulez-vous que je dise? Eh bien qu'ils continuent à jouer leur petit jeu. Le problème, comme je l'ai déjà dit, c'est que pendant toute ma carrière, la seule chose qui compte, c'est la situation sur le terrain. Point final. C'est la seule chose qui compte. Le reste, tout ça. Comme Zhou Enlai, le premier ministre chinois en 1954, l'a justement reformulé à partir de la célèbre phrase de Clausewitz, selon laquelle la guerre Un mémorandum, en réalité, ce n'est pas un document contraignant, c'est simplement, disons les choses comme ça, c'est une déclaration de la réalité du rapport de force dans la région, rien de plus. Mais on va attendre de voir ce qu'Israël fera au Liban, parce qu'ils continuent encore à... Enfin, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils ne savent pas mener une vraie guerre, ils savent bombarder. Et dans ce cas-là, que voulez-vous que je dise? C'est difficile à dire. L'Iran a gagné, point final. Et il faut simplement prendre ça comme point de référence. Le reste, tous ces mémorandums, ou peu importe comment on les appelle, ce ne sont que des déclarations qui entérinent la réalité sur le terrain. Point.